Alors ça, pour le coup, c'est Total Control. Ça, je pense qu'on peut se le dire, il n'y a pas de souci. Ça, en revanche, c'est pas Total Control du tout. Ceci est la machine qui symbolise la rupture définitive de Honda avec une de ses philosophies les plus anciennes, la nouvelle Honda CBR 1000 RR RSP. J'ai de la chance et franchement, je vais être honnête avec vous, j'en suis conscient. Essayer quasiment chaque semaine des machines différentes, c'est un privilège qui est incroyable, d'autant plus que je peux le partager avec vous et ça c'est vraiment super cool. Je pense que vous serez toutes et tous d'accord avec moi. Mais essayer des sportives, c'est une opportunité encore plus rare et encore plus grande, tout simplement parce que les concessionnaires ne mettent pas souvent ces machines à disposition ou ne veulent juste pas le faire et on peut le comprendre quand on voit de quel type de machine il s'agit. Pourtant, on en arrive à un moment de l'histoire de la chaîne où j'ai quand même eu l'opportunité d'essayer pas mal de ces catégories de motos. On a eu récemment l'Aprilia RSV4 Factory 2021 ainsi que la BMW S1000RR 2017 et un petit peu plus en arrière, la Kawasaki ZX-10R à guidon droit et l'incroyable Panigale V4S. Mais il y a une marque à laquelle on pense pas immédiatement quand il s'agit de sportivité un peu radicale, c'est Honda. Et attention, c'est pas parce que la marque ne fait pas de sportive, au contraire, ça fait des décennies qu'ils font des machines de ce type-là, mais les motos sportives du constructeur ailé n'ont jamais fait partie des plus exubérantes, de celles avec le caractère moteur le plus incroyable. En fait, il a toujours été question de machines extrêmement polyvalentes, avec de très belles performances, mais aussi très utilisables sur la route. Elles se sont toujours un peu orientées vers un compromis d'usage quotidien. Mais ça, il n'y a pas de compromis là. Il y a aucun compromis, croyez-moi, cette machine, elle a mis à la poubelle toute notion de polyvalence et d'usage quotidien, croyez-moi. Ça, c'est ni plus ni moins que le symbole d'une rupture totale de Honda avec une grande quantité de ses anciens codes, philosophies et façons de faire. Et bien évidemment, avant de parler de celle-là, on va parler de tout ce qui a amené à faire ce choix, ok ? Et bien sûr, nous allons remercier les gentilles personnes qui ont mis à disposition ce monstre pour nous, Moto91, nos amis de chez Atismons, Marc et son équipe, qui encore une fois ont été très généreux. En plus de ça, c'est pas une machine de démo, ça c'est celle d'un client qui a acheté la nouvelle version, la 30e anniversaire, magnifique avec une petite peinture bien sympathique, vous l'avez là, elle est très chouette. Voilà, que dire, ils sont juste super cool, super sympa, une équipe aux petits oignons pour vous. La gamme Honda est quand même assez large aujourd'hui, on passe de la petite 125 à la Honda Goldwing, donc vous avez vraiment de quoi faire. Allez les voir si vous êtes dans le coin, franchement, ils sont vraiment adorables. J'en profite qu'on ait fait les remerciements avant d'attaquer sur la moto pour vous dire que c'est la première version, le premier épisode des essais en 2 parties. On en a discuté ensemble, j'ai fait un sondage sur la chaîne. À partir de maintenant, les essais seront séparés en 2 épisodes. D'un côté, l'histoire de la machine, la concurrence, les machines qui viennent un petit peu se bagarrer avec elle et un petit tour statique pour montrer la belle sous toutes ses coutures. Et ensuite, une deuxième partie qui sera totalement dynamique, GoPro, discussion. Je vous parle de mon ressenti en ville, sur la route, je pourrais aller un peu plus loin et les vidéos vont faire chacune entre 15 à 20 minutes. Donc au global, vous allez vous retrouver avec la même durée, voire même plus qu'avant, mais un petit peu étalé, ça fera sans doute du bien à ceux qui n'aiment pas rester pendant une demi-heure à regarder des vidéos. Ceux qui viennent chercher uniquement de la GoPro, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Maintenant que c'est dit, on va revenir un petit peu en arrière. On va même plonger 18 ans dans le passé, en 2002. C'est un entre-deux que je trouve super intéressant parce que on sort juste des années 90 où il s'est passé des trucs de dingo. Je vous le rappelle, au cas où ça vous serait sorti de la tête, qu'en 98, il y a la première R1 qui arrive, qui a littéralement redéfini les codes de la sportivité. 1999, Madame Hayabusa qui brise la barrière des 300 km/h assez gentiment. Et donc, en fait, on arrive à une époque où les Japonais sont un peu les maîtres de la puissance, de la sportivité. Pour tout vous dire, Ducati et Aprilia à cette époque-là sortaient des machines hypersport qui faisaient entre 135 et 139 chevaux. Alors qu'à côté, les R1, GSX-R et ZX-10R sortaient des 170, 180 chevaux avec l'air forcé. Bref, c'était... on s'éclatait, quoi. Et donc, en 2002, apparaît cette fameuse CBR 1000 Fireblade. Elle a succédé à la 900 CBR.
et elle apporte avec elle pas mal de nouveautés. Déjà un moteur plus puissant qu'avant, 172 chevaux, ce qui est quand même pas mal du tout pour l'époque. Mais le problème de cette moto, c'est que déjà à ce moment-là, c'était ni la plus puissante sur le papier, ni la plus légère, et surtout après les essais presse, pas la plus agile. Et en fait, cette moto, elle incarnait parfaitement la philosophie Total Control de chez Honda. Alors c'est quoi le Total Control? En gros, c'est une idée, une façon de voir les machines sportives et l'ensemble de la gamme en règle générale, mais ça s'applique surtout à ce type de moto-là, avec le moins d'aide possible, le moins d'assistance. L'idée de Honda, c'est que le pilote doit pouvoir faire immédiatement confiance à sa machine et être très à l'aise dessus, avoir une sorte de connexion instantanée qui permet de se passer des aides électroniques, bon, même si à l'époque il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Et c'est une philosophie à laquelle je peux pas totalement m'opposer. Je suis d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de motos aujourd'hui qui, sans toutes les assistances électroniques qu'elles possèdent, qui sont littéralement des béquilles, seraient totalement inconduisibles. Personnellement, je ne m'amuserais pas à prendre une de mes anciennes Super Duke et à désactiver toutes les assistances, le contrôle de traction, l'ABS quand des fois c'est possible, parce que je me dis que je vais me tuer sur la moto. Il y a un côté un petit peu primal à ce niveau-là, une peur instantanée, alors que à l'époque, des King, 183 chevaux et 14 mètres kg de couple, donc autant vous dire que ça arrachait sévère, et ben cette moto elle avait aucune assistance électronique. Il y avait des versions avec ABS, mais toutes ne les avaient pas, j'en ai possédé peut-être 3 ou 4 qui n'en avaient pas du tout, et je n'avais pas peur de souder à fond avec cette machine, la motricité était parfaite, encore une fois une des meilleures motos que Suzuki n'ait jamais fait. Je sais, je fais ma pub et je suis pas objectif sur cette moto, mais la réalité, elle est là. Donc moi je suis quand même curieux dans les commentaires que vous me disiez ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt team assistance électronique ou à l'ancienne, plutôt team on fait tout nous-mêmes? Il y a du pro et du contre dans les deux côtés, croyez-moi, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, mais voilà. Toujours est-il que cette machine reste quand même un extraordinaire compromis. Pour la route, elle était vraiment top, tout en étant plutôt adaptée pour une utilisation un petit peu musclée, et elle évolue de ci de là au long des années avec finalement toujours ce même esprit. Le Total Control n'a jamais vraiment disparu. En 2008, elle a un premier lifting assez sérieux, vous voyez qu'elle change bien de forme. Pour moi d'ailleurs, quand je pense à la CBR Fireblade, c'est ça que je vois. J'avais 18 ans à l'époque, je la trouvais vraiment très chouette, avec une gueule vraiment sympa, et voilà, c'est une de celles qui a peut-être marqué le plus dans toutes les évolutions. Vous avez eu la fameuse Repsol qui a été illustrée notamment dans Dr House, il en a une comme ça qui est très très chouette. Je sais d'ailleurs pas si c'était une 1000. Vous me le direz dans les commentaires si c'était une 1000, je vais mettre une photo de toute façon. Et surtout avec ce modèle-là, on commence à abandonner un petit peu les codes stylistiques de la RCV 211, qui était la moto de course de chez Honda. On commence à se créer sa propre identité graphique, visuelle. Et puis en 2012, on passe à une nouvelle version. Encore une fois, bon, ça reste un lifting qui est quand même léger, on gagne un cheval ou deux, et surtout en fait le Total Control est maintenu de bout en bout. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Il faut attendre 2017 pour voir arriver une première vraie évolution de la CBR en termes de mentalité, d'esprit, où là vraiment on commence à atteindre quelque chose de plus racé, de plus agressif. On gagne 13 chevaux au niveau du moteur, on perd pas mal de kilos, notamment en jetant leur ABS fait maison qui pesait un âne mort. Ils sont juste allés voir Bosch qui faisait déjà des solutions, la fameuse centrale IMU qu'ils font, la 9MP si je dis pas de bêtises, qui est très très bien, ils savent faire ça très très bien Bosch, et donc du coup la machine commence à gagner un petit peu en sportivité. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que la bécane n'a toujours pas ses 200 chevaux. Et si c'est pas forcément clair dans votre tête, à cette époque-là, en 2017, les Japonais ont déjà commencé leur contre-offensive sur les européennes, la S1000RR et la Aprilia avec Ducati, bien sûr, il y avait la RSV4 mais la Panigale aussi. Et eh bien cette moto, elle fait pas 200 chevaux en fait, elle reste en dessous de cette barrière symbolique mais importante, tandis que les R1, ZX10R, GSX-R 1000 commençaient à aller chercher ce palmarès, un peu cette puissance assez convoitée. Sauf qu'en 2020, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un ingénieur chez Honda, il est arrivé dans le bureau des boss, il a pris les tables, il les a retournées comme ça. Il a dit maintenant c'est fini, on les laisse plus nous baiser la gueule, on va faire un machin débile. Voilà, c'est ça dont ils ont accouché. Cette moto a pour vocation de mettre une gifle concrète, évidente, indéniable à toute la concurrence. On va passer en revue les différentes caractéristiques. C'est parti pour le tour statique.
Bon, allez, encore une Hyper Sport, ça va commencer à devenir lassant à force. Déconne, hein, je suis comme un fou là. Donc on a aujourd'hui ici une Honda CBR 1000 RR RSP, une version donc de 2020. Ce ne sont pas les toutes dernières. Il n'y a pas énormément de différence avec le modèle 2022. Hein. Il y a eu quelques ajustements au niveau de la démultiplication parce que a priori la moto tirait un peu long et manquait un petit peu de force à mi-régime. Donc ça, on le verra la semaine prochaine dans l'essai statique. Et il s'agit de la version SP pour spéciale performance, super puissante. Je n'en sais rien, en tout cas c'est le modèle premium de ces CBR 1000 RR, hein, c'est la version la plus élevée. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo quelles sont les différences avec la version standard, donc restez dans le coin, ça fera pas de mal. J'ai très envie de parler du look global de cette machine que je trouve magnifique, elle est vraiment à tomber et surtout en fait ce que j'aime le plus sur cette moto, c'est vraiment la couleur, le travail de peinture est magnifique. Elle a vraiment une peinture qui est très profonde. Si vous voulez un petit peu de l'exotisme et si vous connaissez les Dragster 800 RR et Brutal 800 RR de chez MV Agusta avait à l'époque une peinture qui était magnifique et ça me fait vraiment penser à ça. Un côté très riche, très dense sur les vernis. Vraiment, je la trouve à tomber. Et puis globalement, la ligne de la machine est aussi superbe avec une face avant qui est ultra agressive, hein, bien loin des codes stylistiques auxquels Honda nous avait habitués. Donc ça, c'est pareil, ça fait plaisir. Je dirais globalement qu'elle aurait pu être un poil plus fine à l'avant, mais ça marche très bien aussi, hein, il faut pas se leurrer. On a bien évidemment des petits ailerons, ça c'est maintenant standard sur les hyper sportives, mais encore une fois, comme je l'avais dit dans le top 10 des motos de série les plus puissantes, ici on a le bon goût de les intégrer au carénage et je trouve que ça fait moins posé là que sur la Ducati Panigale où pour moi c'est pas très réussi. Je suis preneur dans les commentaires de vos opinions sur l'aspect de cette moto. Est-ce que vous la trouvez belle, désirable? Est-ce qu'il y a d'autres machines qui ont tendance à un petit peu plus gagner les faveurs de votre cœur? En tout cas, moi je la trouve vraiment superbe, une des plus belles hyper sport modernes, il n'y a aucun doute. Je passe rapidement sur le petit échappement Akrapovic que je vais vous montrer. Ici, la marque suédoise a réalisé d'origine un échappement pour cette moto. C'est pas quelque chose qu'on a rajouté. L'échappement de base de la CBR 1000 RR RSP et de la standard, ce n'est pas une des différences avec la version de base. Eh bien, cet échappement, il a été fait directement par Akrapovic. Je trouve ça très cool. Il a globalement une belle tête. Bon, il est un peu long, mais ça, c'est les normes d'homologation qui obligent à ça. En tout cas, c'est chouette d'avoir cette petite touche sur les deux modèles de la CBR 1000. Il disait quoi la Fontaine déjà? Ah oui, le ramage, le plumage, tout ça. Cette machine, elle est très jolie, mais si Honda s'était contenté de ça, il n'aurait pas fait autant de bruit avec cette moto. Là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est bien évidemment ce petit objet juste là, le moteur de cette nouvelle CBR 1000 RR RSP, 4 cylindres en ligne, mais il a pris 25 chevaux ce moteur. 25 bourrins, on passe de 192 à 217, des valeurs qui sont hallucinantes et qui en font ni plus ni moins que l'hypersport japonaise la plus puissante qui soit. Ça c'est dit, il n'y a aucun problème. Elle est deuxième ex aequo avec la RSV4 Factory dans toute l'industrie et on pourrait même dire première si on compte pas la Panigale V4R qui est pour moi dans un positionnement tarifaire tellement élevé que ça rentre pas vraiment dans cette catégorie. Quoi qu'il en soit, ça fait vraiment partie des machines les plus puissantes qui soient. Maintenant, moi ce qui m'inquiète un peu, je vais pas vous le cacher, c'est que plus on va chercher de la puissance haut dans les tours avec une cylindrée qui est similaire et plus normalement les machines ont tendance à devenir creuses à bas et mi-régime. On verra ça la semaine prochaine lors de l'essai de la moto, mais il y a des chances pour que cette bécane, il faille aller la tirer très haut dans les tours pour qu'elle révèle vraiment toute sa splendeur. On verra. Il faut quand même dire qu'une M1000 RR ne fait pas mieux en termes de puissance, ça se pose quand même là. Et pour en arriver à ce résultat, eh bien les motoristes sont allés piocher dans la banque d'idées MotoGP du HRC avec des codes de moteur plus super carrés qui permettent d'aller chercher plus de tours, plus vite. Et donc on a une puissance maximale qui s'établit à 14 500 tours minute. À titre de comparaison, la RSV4 en face va aller chercher à 13 000. Donc on a quand même une bécane qui est très haut perché, des valeurs de couple qui sont elles aussi assez hautes. J'ai qu'une hâte, c'est de voir vraiment comment cette moto elle se comporte sur la route. Ensuite, on va parler du châssis. Là, encore une fois, on a une recette qui est extrêmement classique que vous connaissez, une double poutre en aluminium qui fait quand même un très beau boulot. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez éprouvé en termes de structure. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors, on a pas mal de choses qui ont été changées sur cette machine. Un bras oscillant un peu plus long, un empattement qui est augmenté, l'angle de colonne qui a été légèrement modifié. Tout ça, ça donne à la machine plus de rigidité et je pense globalement aptitude un petit peu plus forte encore à aller chercher des angles d'inclinaison très fort sans pour autant perturber la stabilité du pilote. Voilà, les anciennes CBR, c'était pas forcément les plus agiles qui soient. On va voir comment celle-ci se débrouille et tire son épingle du jeu. Maintenant, on va passer à la position de conduite. Je suis pas sûr et certain que je vais passer un bon moment. On va voir ça ensemble. Déjà en statique, c'est une horreur.
Vraiment, je vous le confirmerai la semaine prochaine, mais je crois vraiment que c'est l'une des pires positions de conduite que j'ai eues, enfin en tout cas en termes de confort. C'est n'importe quoi. Bon, le ressenti global, c'est qu'on est penché en avant, mais comme Jaja, vraiment, on est super en avant. J'ai l'impression d'avoir ma tête au-dessus de la tête de fourche, hein, c'est vraiment la plongée, le grand bleu. On a les bras qui sont super plongés vers l'avant avec un appui définitif hein, sur les poignets et sur le dos. Clairement, cette machine, elle va faire mal. C'est sûr et certain, elle va faire mal. Les jambes sont ultra relevées, c'est pareil. J'ai jamais eu les jambes aussi relevées sur une sportive. Donc, on est vraiment sur une position qui, à mon sens, hein, doit être extraordinaire pour le circuit, mais au quotidien, à mon avis, on confirmera, hein, mais je pense pas du tout que ça va être quelque chose de très fun. Mais par contre, ouais, pour de l'attaque, ça doit vraiment être incroyable. La hauteur de selle est pas la plus haute qui soit, hein, c'est 830 mm sur une sportive, c'est pas quelque chose de très élevé, elle fait partie de la moyenne basse. Regardez quand même, mais moi je mets vraiment mes deux pieds au sol sans aucun souci, donc ça doit aller quand même à beaucoup de gens, même si on est sur la pointe des pieds. Mais en tout cas, ah ouais, je sens que ça va pas être marrant. Les sportives en règle générale, c'est jamais super confortable, mais ça, franchement, je pense que je vais passer un sale quart d'heure. J'ai hâte en tout cas de vous partager ça avec vous sur la partie dynamique parce qu'à mon avis, ça va vraiment être assez éprouvant. Le réservoir de la machine n'est pas du tout un des plus gros, hein. On est à 15-16 litres, quelque chose comme ça. Donc on va pas vraiment avoir une autonomie dingue avec cette moto, mais néanmoins, Honda sont connus pour maîtriser la consommation de leur moto d'une façon que peu de constructeurs arrivent à égaler. Et cette moto me donne sur un trip de 3000 km un 5,8 litres de consommation. Alors d'un côté on peut se dire c'est incroyable parce que 217 chevaux pour une consommation aussi basse, ça tient du prodige. D'un autre côté, si ma théorie est bonne et qu'effectivement la puissance de cette moto est perchée très haut dans les tours, vous allez rarement pouvoir aller chercher autant de puissance, et ce qui veut dire que quand vous êtes dans les bas et mi-régime, eh bien la moto va consommer moins. C'est logique, donc quoi qu'il en soit, ça donne quand même une autonomie relativement correcte à la moto, hein, entre 200 et 250 km. Donc pour une hypersport de cet acabit-là, moi je trouve que ça passe. Le poids de la CBR 1000RR RSP est super bas, elle fait 201 kg, un de moins que l'Aprilia RSV4 Factory. Ça en fait vraiment une machine très légère, pas la plus légère de sa catégorie, hein. Il existe des motos qui sont encore plus basses que celle-là, comme la S1000RR, enfin la M1000RR plutôt, et les Panigale V4S. Néanmoins, avec la puissance de cette moto, le ratio 1 kg par cheval, on lui dit au revoir, hein. Clairement, 217 chevaux là-dessus, vous êtes plutôt bien. Passons aux suspensions maintenant. On va avoir ici du très beau matos, puisqu'il s'agit d'une fourche Öhlins Nix30, hein, ce qui se fait quasiment de mieux au niveau du grand public aujourd'hui, avec à l'arrière un amortisseur TTX 36. Tout ça est semi-piloté, donc ce sont des différences qu'on a par rapport à la version standard, hein, qui a une fourche classique. Ici, on va vraiment aller chercher du matos ultra haut de gamme, et encore une fois, pilotable au guidon avec différents settings, différents paramètres qui vont bien évidemment agir encore une fois en fonction de votre accélération, l'angle d'inclinaison, l'état de la route, tout ça est bien évidemment pris en compte. Et sur le freinage, on va aller chercher du Brembo Stylema, hein. C'est classique aujourd'hui sur ce genre de machine, mais extrêmement efficace, on le sait. On aurait peut-être pu espérer pour les versions les plus récentes du Stylema R. Je crois que la 2022 conserve encore les éléments classiques. Ça reste quand même des freins qui sont extraordinaires avec des disques gigantesques de 330 mm. Donc là encore une fois, c'est du costaud. Par contre, j'ai un petit coup de gueule. La version standard de la CBR 1000RR n'a pas de Brembo. C'est du freinage Nissin ou Tokiko, je crois. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que la machine coûte quand même cher, hein. Je crois qu'on est dans les 20 000 €. Donc moi, ça me dérange un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez ça normal d'avoir sur une hyper sportive de cette acabit et bien des freinages qui ne sont pas ultra premium. Sur celle-là, on l'a, donc on va pas s'en plaindre, mais je pense qu'ils auraient quand même pu faire un petit effort sur les versions plus basses et puis doter de celle-ci des suspensions pilotées et peut-être aussi éventuellement de jantes forgées pour augmenter l'agilité et diminuer le poids des masses non suspendues. Bon voilà, c'est mon opinion là-dessus. Et maintenant, on va parler de l'électronique, et comme vous vous en doutez, le Total Control, on l'a zappé, on l'a oublié. Cette machine, elle est dotée d'une quantité astronomique d'assistance, ce qui est bien normal avec la puissance qu'elle dégage. Donc on va avoir déjà un keyless, et oui, cette bécane est disponible en keyless. Je dois avoir la clé quelque part, elle est là, regardez, petit badge, tout mignon. Bien évidemment la trappe à essence, hein, quand même on garde la clé. Donc ça c'est déjà très chouette parce qu'il me semble qu'il n'y a que la S1000RR nouvelle génération qui propose ça, et de plus c'est une option, c'est pas directement intégré à la machine. Donc on ouvre le bal comme ça, on va avoir un joli écran TFT un petit peu austère
dans sa présentation, je vous avoue que c'est pas forcément le plus gai, le plus joyeux que j'ai vu, mais je suis pas sûr qu'on soit vraiment là pour ça. Mais en tout cas, il y est, les informations sont plutôt claires avec une quantité astronomique de possibilités de personnalisation de cet écran. Je vais vous le montrer sur le b-roll, vous allez voir, c'est incroyable. On peut vraiment lui mettre 4 apparences différentes avec chacune des apparences est personnalisable. Enfin, c'est fou. Au titre des choses un peu dommageables, on n'a pas de jauge à essence sur cette moto, on a quand même des warnings. Donc bon, en termes de praticité, il y a quand même quelques petits aspects, mais je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas de jauge à essence sur cette moto là. C'est un truc qui aurait dû être mis, je trouve. Et après, en termes d'assistance globale, vous avez déjà vu qu'on avait les suspensions semi-pilotées. On a 3 plus 2 modes de conduite, 3 qui sont définis et 2 qui sont entièrement paramétrables. On va avoir un contrôle de couple, c'est le contrôle de traction, ce qu'ils appellent le contrôle de couple chez Honda, qui est réglable sur plein de niveaux. Contrôle de wheeling, on va avoir un réglage du frein moteur, on va avoir un launch control aussi, si je dis pas de bêtises. On n'a pas de cruise control sur cette machine, pas de régulateur de vitesse. Je trouve ça aussi un peu dommage. Il y a beaucoup d'hypersport modernes qui le proposent et Honda aurait pu se permettre de se dire bon bah voilà, on remet tout à niveau, on rajoute cette option, ça n'y est pas. Bon, c'est dommage, ce sera peut-être pour la prochaine génération. Alors on a également sur cette moto un ABS actif en courbe ainsi qu'un amortisseur de direction électronique. Donc tout ça, ça en fait un package qui est quand même très sérieux sur cette moto. Bon, je gêne pas là. Tac. Allez, on va démarrer la machine pour voir un petit peu comment se comporte au niveau sonore ce monstre de 217 chevaux. J'ai qu'une hâte, c'est de voir. Je vous avoue que je suis un peu déçu quand même. Je trouve que le bruit, sans être totalement absent, est un petit peu neutre, un petit peu feutré, presque discret. Il paraît qu'il y a une valve à l'échappement, donc ça peut se réveiller au bout d'un certain nombre de tours minutes. Toujours est-il que là, je suis pas forcément convaincu. On va tourner la poignée pour voir. Ouais, clairement là, je suis pas convaincu, mais on m'a mis en garde. Donc on va se retrouver maintenant pour la partie concurrence. Et la semaine prochaine, on emmène la moto sur route pour voir ce que ça donne. Ce qui est certain, c'est que cette bécane n'est pas là pour faire de la figuration. Sur le papier, elle a des arguments de dingue, mais ça veut rien dire. En dynamique, ça peut être quelque chose de beaucoup plus décevant ou exaltant que ce qu'on a en théorie. On verra ça la semaine prochaine sur la partie dynamique. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on passe un petit peu en revue ce qu'on peut trouver en face de cette machine. Est-ce qu'on peut faire aussi bien pour moins cher? On peut faire un peu moins bien pour beaucoup moins cher, mais très bien aussi. Je me perds dans mes mots, on y va tout de suite. La concurrente directe, celle-là, on peut pas passer outre. Aprilia RSV4 Factory 2021. Elle est en face de la Honda puisqu'elle fait la même puissance de 117 chevaux. On en a d'ailleurs parlé dans le top 10 de la puissance. J'ai fait un petit top 10 des motos de série les plus puissantes de l'histoire. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Je mentionne bien évidemment ces deux monstres. Très sympathique vidéo. Il me semble que vous avez aimé les tops. On va continuer à en faire. Donc, en quoi elles sont semblables et en quoi elles sont différentes? Eh bien déjà, la RSV4 Factory utilise un V4 au lieu d'un 4 cylindres en ligne, une architecture moteur un peu différente et surtout avec plus de cylindrée. On est là à 1100 cm3, donc on va avoir plus de couple. Ça, c'est une première chose qui est indéniable. Et surtout, en fait, vu qu'on a un petit peu plus de cylindrée pour laisser s'exprimer la puissance, et bien tout ça va être un petit peu rabaissé au niveau des tours minutes. Je vous rappelle quand même que cette machine-là atteint son pic de puissance à 14 500 tours minutes. La RSV4, on est dans les 13 000, donc ça fait déjà une sacrée différence. Et potentiellement, peut-être une machine avec un esprit un peu moins jusque-boutiste sportif que la CBR 1000 RR. On va se calmer quand même, ça reste une hypersport de 217 chevaux. Mais pour celui qui est fan absolu de monter dans les tours et de faire hurler la machine, il est possible que celle-là donne un poil plus de satisfaction que l'italienne. Après, clairement, je vais être honnête avec vous, entre l'une et entre l'autre, à mon avis, ça ne se joue pas à grand-chose. Quand on est déjà sur des mécanes comme ça, on s'en prend déjà tellement plein la figure que, pour moi, ça va pas changer grand-chose. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va la comparer la semaine prochaine en dynamique avec la RSV4, cette Honda, et voir si dans le bas des tours minutes, c'est pareil, parce que la Aprilia était quand même bien remplie. Moi, j'avais bien aimé. On verra ce que ça donne. On va repasser du côté du Japon, parce que sinon, je vais me faire taper, c'est sûr et certain. Et ce dernier n'est pas en reste, puisqu'il y a quand même une moto que tout le monde connaît à peu près, et qui parle à tout le monde, c'est la Yamaha R1. D'ailleurs, j'aimerais bien en essayer une un jour. Malheureusement, les concessionnaires sont un peu short sur les motos de démo. Si vous en avez une à disposition, contactez-moi, parce que ça m'intéresse vraiment de faire un essai de cette moto pour un petit peu la comparer à l'écosystème des hypersports. Toujours est-il qu'on est face à un vrai monstre et une machine qui a une gueule. C'est une machine
machine de course, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle fait pas autant de puissance que la Honda, on est à 200 chevaux, c'est néanmoins une machine très importante parce que c'est presque elle qui a lancé la contre-offensive des Japonais contre les Européennes à l'époque, en 2015, et ça reste quand même un sacré truc cette moto, hein. On est sur une machine beaucoup plus moderne, avec beaucoup d'assistance électronique. La version M, ici, elle a un peu de carénage en carbone, elle a des suspensions pilotées, comme c'est le cas d'ailleurs sur la majorité des versions premium des Hypersport, et globalement, une moto qui est quand même assez impressionnante, avec un moteur à calage crossplane. Je vais pas rentrer sur le détail exact du calage crossplane, tout ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est un 4 cylindres en ligne, mais dont l'ordre et le timing d'allumage des cylindres va lui donner une sonorité et un comportement très proche de celui d'un V4, comme les RSV4 et Panigale de chez Ducati. Donc en fait, on a un petit peu le meilleur des deux mondes. Après, c'est chacun ses goûts, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Toujours est-il que ce truc est une légende, et à mon avis, elle va continuer à faire les beaux jours de Yamaha, parce qu'ils sont pas prêts de la lâcher, cette moto. Il y a peu de machines qui peuvent rivaliser avec la CBR 1000RR, et j'avais envie de parler de la Panigale V4S, parce que finalement, on peut la mettre en face, mais je me suis dit que j'allais changer un petit peu la donne et aller un petit peu dans le passé, et vous parler d'un de mes grands amours, la Panigale 1299 version S. Et cette machine, elle est très particulière pour plein de raisons. C'est déjà d'une part la dernière sportive bicylindre de Ducati. Après cette moto, ils ont totalement abandonné le bicylindre pour se concentrer sur le V4, et c'est également la plus puissante sportive bicylindre de l'histoire, et surtout le plus puissant bicylindre, le plus puissant moteur bicylindre qui n'ait jamais existé. On est ici à 1299 cm3, donc vous imaginez des cylindres de 650 cm3 chacun. C'est la même cylindrée que la moto de Mathilde, donc ça fait un bon gros cendrier qui délivre 205 chevaux. La puissance, c'est bien, moi j'aime bien, mais il y a un autre truc que j'aime beaucoup. Cette bécane sort 14,7 mètres-kg de couple à 8750 tours minute. Déjà, la valeur de couple est plus élevée que celle d'une Super Duke 1290. Au cas où ça vous serait pas clair, vous figurez pas, la 1290 c'est un tracteur, hein. Ça arrache les bras, mais cette moto, elle a des valeurs qui sont encore plus élevées à un régime qui est pas loin, hein. La Super Duke, on est à 8000, là on est à 8750. La proposition est unique et elle est incroyable. C'est une machine qui délivre véritablement des sensations qui sont propres à elle, hein. Il n'y a pas d'autres machines hypersport qui soient dans cette même proposition, on va dire. Et puis surtout, en fait, Ducati a fait le choix de totalement s'aliéner le championnat Superbike, en tout cas sur cette moto-là. Sur la R, ils ont continué à avoir la valeur de cylindrée qui était admise par les réglementations, mais pour pouvoir produire un engin à sensation. En termes de technologie, on est quasiment sur la même chose que ce que ces machines proposent. Aujourd'hui, c'est des versions un peu affinées de ce qu'il y avait à l'époque, mais on a du quick shifter up and down, du contrôle de traction, du contrôle de wheelie, il y a plein de trucs. Et vraiment, cette bécane, si vous en possédez une pour le coup, c'est pareil. C'est un peu plus difficile à trouver parce que Ducati ne la fabrique plus, donc elle n'existe pas en moto de démo. Si vous en possédez une et que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me contacter, j'adorerais en faire un essai de cette machine-là. Et surtout, en fait, ça se trouve sur internet à des prix quand même intéressants en termes d'occasion. Attention, hein, on reste quand même dans les 15-20 000 euros grand minimum, hein, c'est des hyper sportives très premium, mais franchement, ça peut être une proposition ultra intéressante, d'autant que on a 205 chevaux, ce qui est quand même moins que cette machine, mais par contre, on est à 190 kg en ordre de marche, donc autant vous dire que le rapport poids-puissance, il est plutôt sympa. Et ben voilà, on arrive à la fin de ce nouveau format, premier épisode de ce nouveau format, et sur le papier, cette moto a tout ce qu'il faut pour mettre une grosse taloche à la concurrence. Néanmoins, j'ai quelques appréhensions. La première, c'est la position de conduite. Vous l'avez vu dans le tour statique, ça m'a l'air d'être très chaud quand même sur cette moto. Et la deuxième chose, c'est le moteur. J'ai l'impression qu'il est très haut perché et j'ai vraiment des doutes sur le fait que à bas régime, cette moto ne délivre quelque chose qui puisse vraiment être qualifié de sensationnel. Toujours est-il que juger sur de la théorie uniquement, c'est pas très pertinent, c'est pas très intelligent. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Et maintenant, j'aimerais aussi que vous me disiez ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Est-ce que vous aimez bien que ça soit séparé comme ça et que finalement cette vidéo se suffit bien à elle-même en attendant le dynamique pour ceux pour qui ce sera intéressant? Ou est-ce que vous vous dites non, finalement je préférais quand ils faisaient des vidéos qui duraient 24 heures et que on se faisait bien chier? Vous me direz. On se retrouve la semaine prochaine pour l'essai dynamique de la Honda CBR 1000RR RSP. Ce sera la dernière fois que je le dirai, le nom en entier. Et en attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos et moi je vais aller faire un petit tour avec ce truc.